Internet. Veritas. Chers auditeurs, bonjour. En complément des 4 précédentes conférences sur le cycle politique, je vous propose une 5e et dernière sur les institutions modernes. Dans la précédente conférence, nous avons décrit la mise en place progressive au cours des siècles des institutions politiques de l'État français, qui fut alors une monarchie. Ces institutions, entièrement détruites à la Révolution, n'en laissèrent pas moins des traces dans la culture politique française, à tel point que régulièrement, elles réapparaissent dans leur fonctionnement, ou tout du moins dans leur esprit. On peut même prétendre que ce qui a maintenu le fonctionnement de la société française, et ce qui a fait perdurer quelque chose de grand de cette culture, fut probablement les restes de la culture monarchique jusqu'à leur annihilation dans les années 1990, moment de l'effondrement de notre civilisation. Nous allons maintenant prendre le temps de dérouler le scénario des institutions françaises modernes pour bien comprendre leur dysfonctionnement intrinsèque et systématique, ainsi que leur quasi-impossibilité de faire fonctionner le bien commun. Cela peut paraître fastidieux, mais cela est éclairant et permet de justifier les critiques que l'on peut émettre sur ces régimes modernes. À noter que l'on trouve l'ensemble des constitutions françaises publiées et présentées par Jacques Godechaux dans l'ouvrage de poche Les Constitutions de la France depuis 1789, édité en 1970, chez Garnier-Flammarion. On trouve aussi l'ensemble de ces constitutions sur le site conseilconstitutionnel.fr. Mais comme d'habitude, vous pouvez télécharger le PDF de la conférence sur le site Internet Veritas pour retrouver les citations et références citées et si vous désirez relire et étudier cette présentation. Tout d'abord, premier chapitre, la Révolution française, qui va de 1789 à 1814. Commençons par le contrat social. La Révolution française, qui eut pour principe la tabula rasa, fut le moment qui marqua le passage d'un régime classique à un régime moderne. Évidemment, les choses ne se sont pas passées du jour au lendemain. Dès le milieu du XVIIIe siècle se mit en place une remise en question des principes philosophiques sur lesquels reposait le système classique. Par ailleurs, dans les tribunaux, les juges enregistraient les changements de mœurs qui, avec l'abandon de l'esprit de la contre-réforme catholique et du jansénisme, vit éclore un libertarisme de plus en plus marqué. Prenons un exemple anecdotique, comme les historiens aiment le faire, pour parler d'un détail symptomatique qui illustre le tout. À partir du milieu du XVIIIe siècle, les juges abandonnent le rappel de l'obligation morale paternelle de reconnaître ses propres bâtards, faisant dorénavant reposer la responsabilité de la faute de ce type de conception sur la femme et non plus sur l'homme. Se met ainsi progressivement en place le patriarcat typique du siècle des Lumières. Et cela illustre donc l'un des changements qui s'opèrent à partir de la moitié du XVIIIe siècle. Le développement de la surpopulation à partir de cette époque, donc milieu du XVIIIe, concomitant avec le développement des collèges et des formations intellectuelles, poussèrent une nouvelle génération trop nombreuse et comptant 2 diplômés pour un poste en dehors des cadres de la société d'ordre, portée par une ambition à la fois financière et hédoniste. Mais c'est bien la Révolution qui changea totalement les institutions pour les mettre au goût du jour de ces nouveaux coqs de basse-cour. Toutefois, malgré le chamboulement de la Révolution, de nombreuses traces de principes politiques classiques perdurèrent. Certains analystes pensent jusqu'à la Révolution de 1830 ou celle de 1848, avec un renouveau durant le Second Empire, d'autres pensent jusqu'à la Première Guerre mondiale ou la Seconde. Enfin, les derniers constatent de beaux restes dans le gouvernement du général de Gaulle. Le propos révolutionnaire était de considérer que les institutions monarchiques n'en étaient pas, et que la nation, par l'intermédiaire de ses représentants, devait mettre par écrit une constitution idéale et définitive. Ce fut le propos du serment du Jeu de Paume. Depuis, 15 régimes différents se sont succédés en France en 235 années, soit un régime tous les 16 ans en moyenne.
Encore ne comptabilise-t-on pas les 23 réformes constitutionnelles de la Ve République. De nombreux paradoxes sont à relever dans cette détermination utopique que l'on découvre dans la première constitution révolutionnaire de 1791. On prétend se fonder sur les droits naturels humains et en même temps on détruit le droit naturel classique élaboré par les siècles. C'est une constitution qui repose sur les droits de l'homme en évacuant les devoirs qui fondent le bien commun. Enfin, c'est une constitution qui se veut monarchique en se décrétant, en préambule, que tout pouvoir est sourcé dans la nation, supprimant par là même toute légitimité à l'autorité, qu'elle soit royale ou démocratique, car posant la volonté humaine comme autonome. Après avoir déclaré dans son titre 6 que, je cite, « La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple », ce premier régime déclara la guerre à l'Europe en avril 1792, qui allait durer 23 années, tuant des millions de Français et d'Européens. Occupant la Belgique, la Hollande, transformée en département, l'Italie, occupant des territoires rançonnés pour permettre à l'État français de survivre malgré l'effondrement de son économie nationale dû à cause de la Révolution française. Le premier régime moderne de la France, débuté en 1791 et qui se voulait éternel, ou au moins 1000 ans, dura 2 ans. C'est une royauté parlementaire où tous les principes philosophiques d'autonomie et économiques libéraux étaient garantis. Rapidement élaborée dans le feu de l'action par de petits juristes ambitieux, elle exprime une immaturité politique et philosophique où rien n'a été prévu pour résoudre les conflits constitutionnels, politiques et sociaux. Elle s'écrasa au décollage. Effectivement, malgré la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, les femmes ainsi que les humains de couleur, même libres, n'eurent pas le droit de citoyenneté. La loi Le Chapelier interdisait aux travailleurs une quelconque possibilité de défendre leur statut. Interdiction des corporations, des syndicats, des coopératives, interdiction de réunions, de manifestations, de salaire minimum. Seuls les possédants mâles ont le droit de vote et le droit d'être désignés au rouage politique et administratif. Ils sont définis comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale, dixit le constituant Sieyès, cheville ouvrière du droit révolutionnaire. La liberté mise en avant n'est que la liberté économique, le droit d'exploiter la nature et les travailleurs, le droit d'user et d'abuser de son bien. C'est donc l'entreprise libérée de toutes les contraintes religieuses et sociales. Suppression de l'interdiction de prêts à intérêt, suppression de l'interdiction de spéculer sur les grains, suppression des horaires de l'Angélus, qui interdisait de travailler avant et après l'Angélus. Des suppressions des jours de congés obligatoires, 52 dimanches, 52 samedis après-midi, plus une cinquantaine de jours fériés par an. Suppression des protections sociales, corporations, syndicats, confréries de protection sociale, assurance maladie, retraite, pension des veuves, salaire minimum, interdiction de compétition économique. Suppression des maisons communes, églises, salles corporatives, des hôpitaux et écoles. Par contre, autorisation de faire travailler les petits-enfants, et très petits-enfants. En gros, la Révolution a réussi, au nom de la liberté, de supprimer toute décence commune, élaborée à partir de la morale chrétienne. En même temps, je vous le rappelle, ce nouveau régime inaugure la production faramineuse de lois, afin de réguler, organiser, contrôler les citoyens. Je vous rappelle aussi que le but des régimes totalitaires étant de façonner un homme nouveau, c'est-à-dire de rééduquer le vieil homme. Je vous renvoie à la 3e conférence sur les régimes modernes. Rapidement apparurent 2 points de tension dans ce nouveau régime. Premièrement, l'inutilité de la fonction royale, impuissante, qui n'avait plus de légitimité hétéronome, donc de droit divin, ni populaire, puisque le roi n'est pas élu, et qui se trouve en opposition face à l'Assemblée législative qui, génération spontanée, représente l'entièreté de la nation, source de toute légitimité.
Le peuple était frustré dans ses espérances d'une égalité de jouissance promise. D'autant plus que les paysans avaient été écartés de la prise de possession des biens de l'Église, des émigrés et des biens communaux, accaparés par les riches, et que les artisans se trouvaient aussi transformés en ouvriers, appauvris et sans défense, rabaissés au statut de nouveaux esclaves. Il n'y avait donc pas d'autre solution que d'essayer un nouveau régime idéal, la République. Chapitre 2, la Première République et la Convention, 1793-1795. Élaborée par les politiciens plus socialistes, la Constitution républicaine fut idéale sur le papier à tel point qu'on ne put la mettre en œuvre car inopérable dans le contexte de crise déclenché par la Révolution, la guerre contre la coalition européenne et l'effondrement du papier-monnaie dont la facilité d'impression était déroutante. Le nouveau paradoxe fut d'avoir défini sur le papier un régime démocratique avec référendum et pouvoir faible, et en même temps d'avoir mis en place dans la réalité un pouvoir fort, hyper centralisé et tyrannique aux mains de 2 comités non contrôlés et composés d'amateurs. C'est la Convention républicaine. Se mit donc en place le despotisme de la liberté. En un mot, la terreur, organisée par cette même convention qui avait rédigé la Constitution de la République. D'abord, la terreur contre la tradition, en remplaçant le calendrier traditionnel qui compte un jour férié sur 7, remplacé par un calendrier païen qui compte un jour férié sur 10. Vous voyez déjà la possibilité de faire travailler les gens un peu plus. Terreur aussi en empêchant les offices religieux. Et en instituant le culte de l'autel de la patrie, celui de la déesse raison et celui de l'être suprême dans les églises par la loi du 7 mai 1794. Terreur contre l'Europe, car la guerre était le moyen de garder le pouvoir. Première des guerres modernes où, sous couvert d'humanisme, le but est la destruction de l'ennemi, ce tyran responsable des guerres. C'est donc la première des der des der. Terreur contre les catégories sociales dont par idéalisme il fallait purger la nation. La famille royale, les ecclésiastiques, les aristocrates, les nobles, les contre-révolutionnaires et leurs familles prises en otage, les artisans indisciplinés, les prostituées éventuellement, les Vendéens, les Chouans, les Lyonnais, les Toulonnais, les Nantais. Finalement, terreur contre tout citoyen. Car c'était le meilleur moyen de l'obliger, de le soumettre, de le rééduquer, de le libérer de ses œillères passéistes et de faire son bonheur. Ce bonheur, le suprême bien d'Aristote, qui ne sera pas réalisé par l'exercice des vertus, mais dans la version moderne, par la terreur. Troisièmement, la République sous la Constitution de l'an 3. Le Directoire, 1795-1799. Passé l'ivresse de cette période frénétique où les dieux païens purent s'abreuver, la France se lança dans une restauration de la monarchie, non seulement sur le terrain de la guerre civile, partout en France, mais aussi dans le résultat des urnes. C'était sous-estimer la volonté de puissance des révolutionnaires libéraux, affairistes de guerre, qui entreprirent de mettre en place un régime de noblesse d'argent, c'est-à-dire une plutocratie, excluant à la fois les tenants de l'Ancien Régime et les utopistes sociaux. Les conventionnels rédigèrent une nouvelle constitution, principalement Boissy d'Anglas, député de l'Ardèche, qui tenait compte des dérives possibles du pouvoir républicain tyrannique. On évacua toutes les références rousseauistes et adjoignit aux droits humains quelques devoirs. Constitution bourgeoise et très censitaire, c'est-à-dire où seuls les payeurs d'un impôt important peuvent voter et être élus. Cette constitution techniquement compliquée, avec une chambre des 500, une chambre des anciens, le pouvoir exécutif aux mains d'un directoire de 5 membres, différentes assemblées, dont les articles permirent les nombreux coups d'État suivants, comme on va le voir, du fait que les constituants, pensant qu'ils avaient réalisé un chef-d'œuvre libéral qu'il fallait préserver,
cela me fait penser à notre traité européen d'ailleurs, ne prévoyait pas la possibilité de modification avant un délai de 9 ans. Pour l'Union européenne, c'est jamais. Dans la pratique, ce nouveau régime républicain, appelé directoire, était bien un régime totalitaire qui entretint une terreur permanente, même si légèrement modérée, ou éclairée devrais-je dire. Renforcement de l'usage du calendrier républicain, suppression de la liberté d'enseignement, surveillance policière, visite domiciliaire, internement administration, violation du courrier, suppression de nombreux journaux, purge administrative, perte de la citoyenneté pour les anciens nobles, déportation des prêtres en Guyane, peine de mort pour les contre-révolutionnaires. Peur pour tout le monde ? Tout cela par la République. Et qui veut la fin veut les moyens, dit-on. Cette perfection constitutionnelle sortit du cerveau de politiciens expérimentés, connut successivement le coup d'État du 18 Fructidor en 1797, qui cassa les élections de 177 députés royalistes. Celui du 22 Floréal en 6, qui cassa les élections de 106 députés jacobins, c'est-à-dire socialistes. Celui du 30 Prairial en 7, où la majorité jacobine fait démissionner 3 directeurs. Et finalement, celui du 18 Brumaire en 8, qui vit la fin de cette 4e constitution pour cause d'incapacité à se réformer et parce que les victoires militaires du général Bonaparte offraient plus de légitimité dans un système qui reposait sur la perpétuation de la guerre. Le 18 Brumaire, 9 novembre 1799, semblait clore ce siècle politique qui totalisait déjà 4 nouveaux régimes en 8 années. On commence à le comprendre, la Révolution qui voulait réaliser un régime idéal, reposant sur des avantages matériels, ne pouvait qu'osciller entre des idéologies extrêmes et tyranniques, et finalement trouver sa résolution dans une dictature. Quatrièmement, le consulat en 10 et l'Empire en 12 de la République, 1800-1814. On pourrait appeler, comme sous-titre, « Pour sauver la Révolution ». Bien que cela compte pour 2 régimes, dans l'esprit des républicains, il s'agit du même principe dictatorial afin de résoudre l'énorme anarchie politique, sociale, alimentaire et militaire dans laquelle la Révolution a plongé la France. D'ailleurs, il y a continuité du fait que la constitution du consulat a été constamment remaniée pour s'adapter à la vision dictatoriale de Bonaparte. Après avoir pacifié la société, il fallait refonder une monnaie, ensuite organiser une administration qui ne soit pas pensée comme une arme de guerre civile, finalement remplir l'agenda de victoires militaires pour satisfaire les troupes, permettre les promotions en grade, remplir les carnets de commandes des fournisseurs de l'armée, qui représentent la nouvelle élite dirigeante de la France, et aussi flatter la nation dans son expérience nationaliste et remplir les caisses de l'État par le pillage des territoires européens conquis. On doit remarquer que la seconde constitution du consulat, mai 1802, Victor Hugo nous disait « Ce siècle avait 2 ans, Napoléon pointait sous Bonaparte », qui nomma donc Bonaparte premier consul à vie, lui remit quasiment les pleins pouvoirs. Ainsi, paradoxalement, dans le déroulé de la Révolution, au nom de la liberté et afin de sauver la République, un consul obtenait plus de pouvoir que Louis XVI dans la première constitution de 1791 et un pouvoir moins limité que Louis XIV, le plus absolu des monarques d'Ancien Régime. Et effectivement, l'Empire sauva la Révolution et ses acquis principaux. Autonomie philosophique, libéralisme et accaparement des biens publics. D'ailleurs, dans un esprit révolutionnaire classique, la constitution impériale porte la date de l'an 12 de la République. Or, la guerre comme institution politique ne fonctionne que tant qu'il y a des victoires. Moscou et Waterloo signaient automatiquement l'arrêt du régime impérial et la fin apparente de la Révolution après 23 années de violence nationale et internationale et 7 régimes modernes différents. Royauté constitutionnelle de 1791, Première République, la Convention de 93, le Directoire de 95, le Consulat en 8, le Consulat à vie en 10, l'Empire en 12 de la République. En conclusion, si la Révolution n'avait pas été capable d'exprimer et d'expérimenter
toutes les justificatifs théoriques des régimes politiques modernes, elle aurait été classée parmi les chapitres déplorables de l'histoire française et européenne. Au contraire, elle est devenue le creuset de tous les totalitarismes. Chapitre 2. Un retour à la normale impossible. Premièrement, la Restauration, qui va de 1814 à 1830. Naturellement, en 1814, donc, le roi revint s'installer au Louvre. Les Alliés acceptèrent cet état de fait, considérant un régime monarchique légitime comme une meilleure garantie pour la paix en Europe, plus que tout autre régime. Toutefois, Louis XVIII se vit obligé par les tripatouilleurs français qui détenaient les courroies du pouvoir d'octroyer une charte politique. Charte qui intégrait certains usages révolutionnaires devenus coutumes, même si paradoxalement certains de ces usages n'avaient pas fait leur preuve de bon fonctionnement, comme le principe même de constitution, ou celui d'une assemblée législative de représentants, ou celui du sens, c'est-à-dire du sens de l'élection censitaire, montant d'impôts élevés pour obtenir le droit de vote, ainsi que l'absence de mandat impératif. Toutes les expériences révolutionnaires y étaient résumées. L'égalité devant la loi, devant l'impôt et dans l'admission aux emplois. La liberté de conscience et des cultes. La liberté de la presse, le code de loi libéral dit Napoléon, les jurys d'assises, la Légion d'honneur. Le pouvoir législatif est confié à la Chambre des députés élus au suffrage censitaire et aussi à la Chambre des pairs nommée d'une manière illimitée par le roi. Et ça, c'est tout à fait nouveau. L'innovation de ce régime ambigu est le fait que les ministres sont responsables devant la Chambre des députés et que pour résoudre les conflits entre le pouvoir exécutif du roi et la Chambre, le roi peut la dissoudre. L'effondrement programmé du nouveau régime monarchique se trouve dans cette Chambre représentative de la nation. Même si elle ne représente que la partie la plus riche de la société, environ 100 000 électeurs sur 20 millions d'habitants, par habitude prise depuis une génération, cette assemblée pouvait s'imaginer source de la souveraineté et entrer en opposition avec l'autorité du roi. En 1830, suite à l'agitation des nombreux journaux mis en place par les banques, la monarchie fut pliée en 3 journées révolutionnaires. Voir l'ouvrage de Balzac, Les illusions perdues. Alors, ça avance ? Etienne, je peux pas dire de mal de ce livre. Il a une force, une émotion. Il a un vrai talent, ce Nathan. C'est inspiré, sincère, jamais convenu. Oh, s'il te plaît. Je t'assure, il est toujours à la bonne distance par rapport à son sujet. Tiens, écoute la dernière phrase. Je n'espère plus rien et je commence à vivre. C'est beau, on dirait du Corneille. Oh, bah, il a certainement piqué à Corneille, d'ailleurs. Comment tu veux que j'en dise du mal? Mais on peut toujours dire du mal, c'est juste une forme d'esprit à prendre. C'est-à-dire? Je vais te raconter une histoire. Un jour, 2 critiques sont sur une barque, sur le lac de Tibériade, en Terre Sainte. Et soudain, le Christ apparaît. Et il commence à marcher sur l'eau. Un critique se penche alors vers l'autre et dit « T'as vu, il sait même pas nager. » Si le livre est émouvant, tu dis qu'il est complaisant. S'il a un style classique, il est académique. S'il est drôle, il est superficiel. S'il est intelligent, il est prétentieux. S'il est inspiré, il est racoleur. Et puis tu déroules. Si le récit est bien construit, il est prévisible. Si l'auteur a du style, c'est pour cacher qu'il n'a rien à dire. Et puis tu peux t'en prendre à la longueur aussi. Ça fait toujours mal, ça. Tout est toujours trop long. Donc confus, pas maîtrisé. On comprend pas où l'auteur veut en venir. Est-ce que lui-même le sait, d'ailleurs, non? Et en même temps, si c'est maîtrisé, ça manque de folie. Oui, et si c'est fou, c'est incohérent. Allez, on y va. On va s'en occuper du Nathan. Son désir de se venger des Doria, des Châtelet, des Louise, d'Angoulême, des Pommes de terre et du monde entier tint lieu à Lucien de conscience et d'inspiration pour assassiner l'œuvre de Nathan. Ce plaisir critique, sombre et solitaire, est comme un duel avec un absent, blessé à distance d'un trait de plume. Et malgré la facilité et la vulgarité de cet esprit moqueur,
Il est souvent bien accueilli par certains journaux. Deuxièmement, la royauté croupion, 1830-1848. On pourrait prendre comme sous-titre la prise de pouvoir par les banques. Le régime qui fut mis en place suite aux Trois Glorieuses, donc c'est les 3 journées révolutionnaires de juillet 1830, sous une apparence de royauté, était une forme de régime plutocratique contrôlé par les banquiers Laffitte et Rothschild, qui avaient fait publier dans les journaux libéraux Le Globe et Le National « Il nous faut une république déguisée sous une monarchie ». Lorsque le banquier libéral Laffitte conduisit en triomphe son compère, le duc d'Orléans, à l'hôtel de ville pour le faire acclamer roi, il laissa échapper ces mots « À partir d'aujourd'hui commence le règne des banquiers ». Ceci nous est rapporté par Karl Marx dans Les luttes sociales en France, 1848-1850. Le nouveau roi Louis-Philippe était celui des Français. Il n'était pas légitimement désigné par la loi salique, mais issu de la branche Orléans de tradition libérale, ayant participé à la Révolution. Son père Philippe avait été régicide et avait changé officiellement son nom d'Orléans pour Égalité. Par ailleurs, Louis-Philippe était en 3e position dans l'ordre de succession après le duc de Bordeaux, descendant de Louis XIV, futur comte de Chambord, et les Bourbons d'Espagne, dont nous avons évoqué le successeur Louis XX dans la précédente conférence. La charte de 1830 fut donc modifiée dans un sens plus libéral. Le drapeau tricolore fut adopté, et dans le blason du roi même, les fleurs de lys furent outrageusement remplacées par l'image de la charte. Blason grotesque en quelque sorte. Mais alors que c'est le peuple parisien, des ouvriers, des petits bourgeois et des étudiants qui fit le coup de feu à la Révolution de 1830, le sens pour pouvoir voter fut baissé, mais pas supprimé, excluant le peuple des élections. Enrichissez-vous, avait répondu le ministre Guizot aux députés socialistes qui réclamaient le suffrage universel. En même temps, les scandales politiques font leur apparition sur la scène. Je vous invite à consulter la fiche Wikipédia « Liste de scandales politiques sous la monarchie de Juillet ». La frustration sociale issue de ce régime mixte eut pour conséquence une succession de révoltes. Des canuts de Lyon en 1834 jusqu'à la dernière révolte de 1848 qui réussit à faire fuir Louis-Philippe avec ses millions de francs or détournés des fonds publics et qui permirent aux héritiers d'Orléans de bien vivre jusqu'à la fin du XXe siècle. Chaque émeute ou révolte fait des centaines ou des milliers de morts. On l'avait compris, cette royauté bouffonne, qui n'était pas une monarchie, était avant la défense du bien public le royaume de la finance. Troisièmement, la Seconde République, 1848-1851, ou l'expression nationale décevante. À la différence de 1830, la Révolution de 1840, les révolutionnaires proclamèrent immédiatement la République. Le gouvernement provisoire, en attendant l'élaboration d'une nouvelle constitution par une assemblée constituante élue au suffrage universel, décréta 4 lois sans aucun support législatif ou légal. La liberté de la presse et de la réunion, l'abolition de la peine de mort pour raisons politiques et la suppression de l'esclavage, ainsi que le principe du droit au travail. Cette révolution eut la particularité de se répandre dans toute l'Europe, sous l'expression de revendications nationalistes. Ce fut le printemps des peuples. Et c'est peut-être la seule fois qu'une révolution ne s'impose pas aux autres par la violence. Probablement que les peuples avaient atteint leur surdose d'exploitation libérale, d'où l'expression nationaliste dans les différents États européens. À Paris, l'Assemblée constituante se mit immédiatement sur le dos les nombreux chômeurs parisiens en n'appliquant pas ce dernier principe, le principe du droit au travail. 3 jours d'émeute en juin 1848 firent tout de même 8000 morts et blessés. À ce propos, on peut reciter Ernest Renan « La fatalité de la République est à la fois de provoquer l'anarchie et de la réprimer très durement » dans La Réforme intellectuelle et morale 1871.
Pour maintenir le pouvoir exécutif fort du type royal dans un régime républicain, l'idée géniale fut d'introduire un président élu au suffrage universel. Cette idée nouvelle allait connaître une postérité au siècle suivant. Fut écartée l'idée d'un bicamérisme qui rappelait trop la charte de la Restauration et l'Empire et qui divisait le pouvoir des représentants de la nation. Ainsi, on ne se soucia point d'un conflit entre un président élu et une seule chambre élue, tous deux au suffrage universel, alors que la Constitution ne précisait pas qui aurait le dernier mot. La République, fidèle à sa doctrine d'utopie sociale, maintint un fort centralisme bureaucratique de type jacobin. Pour éviter les coups d'État, comme dans le cas du Directoire, on inclut une procédure de révision constitutionnelle rapide. Cette constitution, qui avait été longuement mûrie par différentes commissions, débattue durant des mois par des politiciens et juristes chevronnés, et qui avait bénéficié de l'expérience des 7 précédentes constitutions, survécut moins de 4 ans. Effectivement, pour la première fois où il fut question de désigner un chef d'État au suffrage universel, l'écrasante majorité des Français, 6 sur 7 électeurs, désigna au premier tour un monarque, en la personne du prince Louis-Napoléon Bonaparte. Ensuite de quoi, 40% des électeurs s'abstinrent de désigner des représentants au Parlement qui se divisa entre républicains minoritaires, des centristes et des monarchistes. Bien évidemment, les républicains furent très déçus du peuple qui votait mal. Il faudrait donc le rééduquer la prochaine fois. Et cet élément de réflexion philosophique républicaine est très important pour comprendre la République du XXe siècle. Quatrièmement, le Second Empire de 1852 à 1870, ou on pourrait dire une monarchie populiste. Sûr de son fait, le prince-président, 3 ans plus tard, organisa le coup d'État du 2 décembre 1851, afin, dixit, de restaurer les principes de 89 organisés par l'empereur. Il est confirmé par un plébiscite. Les nombreux plébiscites du régime caractérisent sa dimension populiste, on dirait fasciste à notre époque. Si la souveraineté politique était bien dans le peuple, alors un plébiscite populaire pouvait rendre légitime le coup d'État illégal contre la République. La nouvelle constitution impériale et dictatoriale fut rédigée dans un salon par le juriste Trollon en moins de 24 heures. Elle dura 28 ans. C'est la constitution française moderne la plus classique philosophiquement. Elle reprend toutes les lois fondamentales du royaume en ce qui concerne son aspect monarchique. Elle met en place un pouvoir monarchique qui contrôle le législatif, un parlement, l'exécutif et le judiciaire. Pouvoir qui est par ailleurs limité par un Sénat composé de membres à vie, issus des hauts rangs de l'Église, de l'armée et diverses personnalités choisies, et qui a pour but de s'opposer à la promulgation de lois qui porteraient atteinte à la morale et aux libertés. Mais ce régime fut en même temps ultralibéral, permettant la mise en place de la révolution industrielle française sans défendre en rien le peuple maintenu dans son état d'esclavage salarial. Ce fut aussi un moment de grande spéculation financière sur la construction des lignes de chemin de fer et la reconstruction de Paris par le baron Haussmann. Toutefois, confronté à une chambre représentative, même contrôlée, l'empereur dut opter progressivement et inéluctablement pour une libéralisation du régime par des réformes de la Constitution, jusqu'au moment où sa politique militaire imitée de son grand-oncle, qui sont la guerre de Crimée contre la Russie, la guerre en Italie contre l'Autriche, la guerre du Mexique, aboutit à la défaite de Sedan contre la Prusse en 1870 et à l'effondrement du régime. Cinquièmement, la Troisième République. Une monarchie ratée. Elle va de 1870 à peu près à 1940. C'est le plus long des régimes modernes, 65 années. Alors, suite à l'échec militaire français, les Prussiens exigèrent l'élection d'une nouvelle assemblée pour signer un traité de paix. À presque 3/4 monarchistes, mais divisée entre légitimistes, orléanistes et bonapartistes, cette assemblée, après avoir écarté le roi légitime Henri V, dit le comte de Chambord, réussit finalement à bricoler un régime stable.
il prit le qualificatif de république à une voix de majorité 5 années plus tard, au moment du renouvellement des députés. Ce régime parlementaire représentatif, avec un président monarque désigné par les deux chambres, démontre un mode de fonctionnement instable. C'est la constitution la plus courte, 35 articles, élaborée par un compromis entre monarchistes et républicains. C'est peut-être la raison de sa bonne tenue dans le temps. 65 années. Dès que la Chambre obtint une majorité de républicains, elle désigna un président républicain en la personne de Jules Grévy et introduisit tous les symboles de la Révolution dans notre patrimoine politique moderne. La Marseillaise, le 14 juillet comme fête nationale, le drapeau tricolore, la suppression des prières à l'ouverture des chambres, l'inéligibilité des membres des familles régnantes, le buste de Marianne, la devise républicaine sur les monuments, marquant ainsi le renouveau de la propagande de régime. Comme précisé précédemment, il fallait rééduquer le peuple, c'est-à-dire le conditionner dans son opinion et son vote. Dès son établissement, ce régime fait hurler la presse à cause des scandales à répétition. Et je vous invite à consulter la passionnante fiche Wikipédia « Liste de scandales politiques français » où vous pourrez constater l'augmentation exponentielle des scandales depuis la Révolution de 1830, faisant de ceci l'un des symptômes de la politique moderne, et spécialement républicaine. Autre symptôme de l'époque, c'est l'apparition de la célèbre bande dessinée des Pieds nickelés. La caractéristique de ce régime est l'instabilité gouvernementale. 111 gouvernements en 70 années, soit un gouvernement tous les 7 mois et demi. Tapez sur Internet les gouvernements de la France. C'est ce qu'on appelait la politique des partis, la politique politicarde. Les gouvernements devaient durer au moins 3 jours pour que les ministres obtiennent le titre de ministre à vie et la retraite à vie assortie, ce qui est d'ailleurs toujours valable. C'est donc la haute administration qui prit véritablement le pouvoir, assurant le suivi des dossiers, développant ainsi la bureaucratie. Cette institution bureaucratique dure jusqu'à aujourd'hui. Le point constant de ce régime fut la présence d'un lobby qui fédéra les partis politiques à l'exclusion des extrêmes. Il s'agit de la franc-maçonnerie qui, quels que soient les résultats des élections, avait toujours la majorité. Nous avons l'exemple remarquable du 26 juin 1899 où Henri Brisson fit le signe de détresse, les mains rassemblées au-dessus de sa tête, pour allier les frères de tous les partis au vote de confiance du gouvernement Waldeck-Rousseau. Par conséquent, la politique anticléricale fut une constante. Débutée par la suppression des prières à l'ouverture des chambres, elle se poursuivit par l'expulsion des congrégations d'enseignement en 1880, par la loi de séparation de l'État et de l'Église, et aussi de l'expropriation des biens d'Église. Finalement, le gouvernement de Clémenceau en 1917 s'explique en partie par sa volonté de poursuivre la guerre, alors que des belligérants voulaient la paix. Ceci afin de pouvoir détruire l'Empire autrichien catholique au cœur de l'Europe. Alors que la France comptait 90% de catholiques pratiquants, les très nombreux gouvernements, comme on l'a vu, qui se sont succédés jusqu'en 1914, précisément 47, comptèrent 0 ministre catholique. Mais au contraire des agnostiques, des athées, des anticléricaux farouches et proclamés, des protestants qui avaient la main mise sur le ministère de l'enseignement, des juifs. C'est pourtant dans ce contexte, étonnamment, que l'Église catholique décida le ralliement des catholiques français à la République en 1890, espérant christianiser en vain cette dernière. Par ce geste, l'Église, qui pourtant persévérait dans la critique de la philosophie politique moderniste et la défense des travailleurs contre leur néo-esclavagisme, justifia à moyen terme, par le ralliement, tous les progrès passés et futurs de la modernité politique. Il faut aussi savoir que Pétain a fait rédiger une nouvelle constitution en 1942 qui fut interdite par les Allemands et qui prévoyait toutes les libertés. Mais effectivement, le remplacement d'un régime parlementaire en un régime présidentiel, avec un président élu pour 10 ans au suffrage universel, comprenant le vote des femmes, devant lequel seraient responsables les ministres.
L'esprit de ce nouveau régime était bien sûr le retour à un ordre moral et le rétablissement de l'autorité des corps intermédiaires, dont les corporations, les familles, les communautés spirituelles et territoriales, c'est-à-dire les futures provinces instituées après la Deuxième Guerre mondiale. Ce régime prévoyait aussi évidemment la fin de la politique des partis. Cette révolution nationale était donc une contre-révolution, mais vouée à l'échec du fait que l'absence de toute philosophie du droit naturel et l'absence de souveraineté confisquée par un pouvoir étranger. Paragraphe 7, la 4e République, 1945-1958, on pourrait dire une république pour rien. Après la guerre, personne n'envisageait de remettre la 3e République, ce qui prouve le mépris général à son égard. Sa fin lamentable avec le traité de Munich en 1938, la défaite de 40 et la mise en place légale de la dictature de Pétain l'avaient totalement discrédité. D'ailleurs, le référendum de 1945 rejeta la 3e République à 96%. La majorité des résistants à partir de 1942, parce qu'avant 1942 les résistants étaient plutôt d'extrême droite, anti-parlementaristes, ces résistants donc se battirent pour un régime démocratique et social idéal. Dans l'esprit général, cela s'exprimait par une république dotée d'un parlement désigné à la proportionnelle, qui est source du pouvoir législatif et exécutif, désignant le président et les ministres. Mais cette expérience, somme toute démocratique, ne fonctionna pas plus. Face aux crises dues à la reconstruction de la France et à la décolonisation, ce régime faible, car aux institutions trop démocratiques, qui marquait le retour à la politique des partis, connut la même instabilité ministérielle que la 3e République. 25 gouvernements en 12 ans et une très grande difficulté à trouver un second président. Il a fallu 13 tours de scrutin pour désigner René Coty, plus célèbre par le film OSS 117 que par l'histoire. Pour sceller notre amitié, je vais te donner quelque chose. Regarde. C'est notre Raïs à nous. C'est monsieur René Coty, un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami. Ce sera ton porte-bonheur. Merci Sidi. Et ce régime démocratiquement très fort, mais politiquement très faible, a, avant de disparaître, accepté le premier contrat d'intégration européenne mis en place par Schuman, c'est-à-dire par les États-Unis d'Amérique. Je vous invite à consulter Historia de mars 2003 et aussi les journaux Daily Telegraph du 19 septembre 2000 et du 27 avril 2016. Ce fut effectivement le traité de Rome de 1957. Paragraphe 8, enfin la 5e République. Dès les débats houleux de l'Assemblée constituante de 1946, après la guerre, le général de Gaulle, de formation maurassienne, donc monarchiste, qui avait abandonné la présidence du gouvernement provisoire par désaccord, critiquait le retour de la politique des partis et préconisait, dans son fameux discours de Bayeux, un régime doté d'un exécutif fort, sur l'exemple de la monarchie et de l'Empire. En pleine agitation d'Alger, en 1958, les pleins pouvoirs dictatoriaux furent remis au général de Gaulle pour établir une nouvelle constitution. Comme toutes les constitutions au pouvoir exécutif fort qui durèrent dans le temps, celle-ci fut rédigée rapidement et par un tout petit comité et finalement plébiscitée à 4 contre 1. Régime présidentiel doté de toutes les attributions des présidents de la Troisième République, mais aussi le droit d'en appeler au peuple par référendum, comme pour l'Empire, ainsi que le pouvoir exceptionnel dictatorial, comme dans la Charte de 1814. Ainsi, le président a toutes les apparences d'un roi constitutionnel, mais à la différence des rois classiques, il est désigné par le peuple souverain, avec un pouvoir limité dans le temps, mais un pouvoir quasi sans limite. Pour éviter les blocages et les solutions en force, la révision de la 5e République est très facile. C'est pourquoi, en 66 ans, elle a connu 24 révisions importantes, soit une tous les 2 ans, dont d'ailleurs la dernière sur l'avortement, totalement aberrante puisque consistant à intégrer dans la règle du jeu institutionnel une loi sur les mœurs. Ce régime a correctement fonctionné. Pour gérer la souveraineté nationale, une monnaie indépendante, les 30 glorieuses, la décolonisation et la grandeur du pays restaurée, résultat probablement dû plus à la personnalité du président de Gaulle qu'à la forme des institutions. Paragraphe 9. Un dernier régime.
Pourtant, d'un point de vue purement institutionnel, le régime n'a pas su résister aux traités qui lui ont fait perdre sa souveraineté et son indépendance. Effectivement, avec les traités de l'Élysée, 1963, de Maastricht, 1992, et celui de Lisbonne, 2007, on peut dire que la France est soumise à un nouveau régime, le régime de l'Union européenne. Effectivement, les institutions nationales ne peuvent plus élaborer un droit souverain, puisque le droit européen lui est supérieur. Le droit français est d'ailleurs maintenant à 3/4 européen. La France ne peut plus s'administrer d'une manière indépendante, puisqu'elle doit appliquer les politiques communes décidées par l'Union européenne en avance, avant même toute élection. De même, la justice française est chapeautée par une cour européenne. Aussi, elle a perdu le contrôle de ses frontières. Et on peut préciser celui de son armée, qui est maintenant réintégrée au commandement américain. La France a perdu sa monnaie, et elle est entrée dans une ère financière nouvelle, qui devient institutionnalisée. C'est l'endettement astronomique qui ne pourra jamais être remboursé et qui fait de tous les habitants en France, et surtout des propriétaires fonciers, des esclaves éternels, tout comme les Gaulois le furent par l'Empire romain. Ainsi, l'ensemble des institutions régaliennes, donc qui étaient avant celles du roi, mais qui définissent la souveraineté d'un État, ne relèvent plus de l'État français, qui est devenu un relais de l'Union européenne, et des lobbies transnationaux et des décisions politiques et militaires de Washington. On remarquera que suite au traité de Maastricht, qui lançait la procédure de dissolution de l'indépendance de l'État français, de la suppression de la monnaie et de la réintégration de l'armée dans le commandement de l'OTAN, le gouvernement, s'apercevant de l'incompatibilité avec la Constitution, supprima l'incrimination de complot contre la sûreté de l'État, de l'article 69, par la loi constitutionnelle numéro 93-952. Du 27 juillet 1993. De même, l'incrimination de haute trahison du président de la République a été retirée de la Constitution par la loi constitutionnelle 2007-238 du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy, pour lui permettre de ratifier le traité de Lisbonne, qui pourtant avait été refusé légalement, et on pourrait dire légitimement, par référendum. Nous devrions nous pencher sur ce 15e régime moderne qui est celui de l'Union européenne, dont le fonctionnement reste inconnu des Français, mais aussi des journalistes et apparemment des politiciens à les entendre parler. C'est probablement le plus moderne de tous, mais cela nous prendrait trop de temps et nécessiterait une conférence à part. À ce propos, je vous invite à suivre les formidables conférences de François Asselineau sur l'Union européenne, notamment Qui gouverne la France et l'Europe, et la conférence L'Europe, la mise en place d'une dictature. Nous nous consolerons en pensant que ce dernier régime, l'Union européenne, ayant déjà 32 ans d'existence, soit plus d'une génération, est voué à disparaître. D'autant plus qu'ayant prévu un système de modification institutionnelle impossible à mettre en place, il ne peut donc pas évoluer, exactement comme le régime libéral du Directoire qui finit par imploser. Récemment, on a vu de plus en plus de comportements des pouvoirs européens non conformes aux institutions européennes. 4 exemples anticonstitutionnels nous permettent d'éclaircir la situation de blocage que connaît l'Union européenne. D'abord, la modification anticonstitutionnelle des régions françaises, qui ne pouvait être modifiée sans référendum. Ensuite, le chantage financier sur la Pologne et la Hongrie de l'Europe, ne reposant sur aucun critère pour qu'ils adoptent une culture politique conformiste. Ensuite, le refus de publication des contrats de commande des vaccins anti-Covid de Ursula von der Leyen. Et la décision financière de la même personne en faveur de l'Ukraine qui outrepasse son pouvoir. On constate que les tyrannies ne durent pas dans le temps. Elles perdent rapidement leur mandat du ciel, comme disent les Chinois. Ceci est probablement à prendre comme son chant du cygne. Conclusion paradoxale.
Si l'on regarde le contenu et le fonctionnement des divers régimes modernes français qu'on a évoqués, on découvre de sacrées surprises. Les régimes qui furent, dans les faits, les plus révolutionnaires ne sont pas les 3 premiers de la période révolutionnaire, dont il ne reste presque rien, mais le Premier Empire, qui institua tous les principes révolutionnaires qui sont encore la base de nos fonctionnements politiques nihilistes. Et c'est probablement la raison qui peut expliquer pourquoi la France démocratique continue de vénérer ce criminel politique et militaire. Le deuxième régime, le plus révolutionnaire, fut aussi le plus bourgeois d'entre tous, celui de la Troisième République, car c'est lui qui modifia le plus la société en profondeur. Le régime le plus populaire fut le Second Empire, qui jusqu'à la veille de sa disparition était encore plébiscité à plus de 10 voix contre une. Pourtant, ce fut l'un des régimes les moins sociaux, notamment avec le développement industriel et la création du passeport ouvrier, qui était une confirmation du nouveau servage prolétarien. Le régime le plus impopulaire est la Troisième République, qui pourtant a duré le plus longtemps et qui connaît les hommages, les commémorations et les souvenirs les plus importants et omniprésents. Ce paradoxe peut s'expliquer par le fait que c'est le plus révolutionnaire, c'est-à-dire le régime qui peut le mieux justifier notre situation présente. Le régime qui représente la victoire de la finance sur le peuple est la Ve République, depuis Pompidou, qui se voulait le régime le plus social après la guerre. Inversement, le régime le plus social fut probablement la monarchie, qui passa des siècles à défendre le peuple des campagnes et des villes contre l'asservissement des grands féodaux et des banquiers. Il suffit de voir le nombre de banquiers qui furent pendus au Moyen-Âge ou arrêtés à l'époque moderne. Les philosophes et les républicains, par une intense propagande, l'ont rendu le moins populaire a posteriori. Il faut aussi mentionner, comme régime social, la 4e République et le début de la 5e. Ce qui nous donne le laps de temps allant de 1945 jusqu'au gouvernement socialiste de Fabius exclu, c'est-à-dire 1943, qui avait impliqué ce régime social de post-guerre avait appliqué les consignes sociales du Conseil national de la résistance et qui fut donc un gouvernement de combat pour une restauration de la souveraineté, ce qui montre que cette souveraineté est l'une des conditions les plus essentielles du bien commun. Le régime le plus critiqué fut celui des républiques, la 1re, la 3e et la 5e pour la corruption, dont les sommets sont durant la Révolution de 1880 à 1939 et depuis Giscard d'Estaing. La Troisième République pour les grands scandales, affaire des décorations de 1880, affaire de Panama en 1892, affaire Dreyfus en 1995, affaire des fiches des officiers en 1904, affaire Stavisky en 1933, mais aussi la 1re, 2e, 3e et 4e République pour les fusillades du peuple. La terreur, mais aussi la fusillade des chômeurs en 1848, 8000 victimes, la Commune en 1870, 20 000 victimes, les inventaires en 1905, fusillade des mineurs par Clémenceau en 1908, manifestation de février 1934, violence en Indochine et Algérie, alors que les régimes républicains se sont posés comme les plus populaires et les plus sociaux. Et d'ailleurs, vous ne verrez jamais dans l'histoire un roi qui fait tirer sur la foule. Le régime le plus démocratique fut probablement la Deuxième République, mais il n'a duré que 3 ans et fut une grande déception pour les républicains dès la première votation. Ainsi, à travers ce déroulé historique sans faux fuyant, on voit dans le détail que l'utopie et l'idéalisme, appuyés sur l'autonomie politique, aboutissent au résultat inverse que celui des buts recherchés. Les régimes parfaits et raisonnés ne durent que quelques années. Les régimes qui se présentent comme sociaux écrasent le peuple. Les régimes bourgeois révolutionnent en profondeur la société, détruisant les valeurs bourgeoises. Les régimes autoritaires sont les plus populaires. C'est comme si les tenants du nouveau régime idéal finissaient toujours à être les perdants du système qu'ils mettent en place. Ainsi, il apparaît que les régimes modernes dysfonctionnent d'une manière caractéristique, d'une manière ontologique, c'est-à-dire qui relèvent non de leur apparence, mais de leur être. Et l'on peut penser que cela est dû à leur principe philosophique original incorrect.
On pourrait généraliser cette analyse de la contre-performance politique moderne aux grands régimes étrangers. Les nationalistes allemands virent la nation allemande détruite par le régime nationaliste nazi. Les prolétaires russes finirent tous massacrés, déportés et ruinés par l'expérience communiste soviétique. Le peuple chinois est esclavagisé par l'outil de production du Parti communiste censé les libérer de la monarchie plurimillénaire. La middle class américaine est maintenant totalement paupérisée par la démocratie américaine. L'élite française de gauche voit sa descendance acculturée et marginalisée, pour ne pas dire plus, par une république qui se voulait source de libération et de développement. Cela nous donne l'impression de la vengeance de la loi naturelle, comme disait Cicéron. Cette loi que l'homme ne peut méconnaître sans renier sa nature et par cela seul sans subir les plus dures expiations. Merci pour votre concentration, pour votre pugnacité à suivre ces 5 conférences et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, la faire connaître et suite au prochain épisode. Merci, au revoir. Pour dispenser la pauvreté au plus grand nombre, pour que nous seuls soyons debout sur les décombres, pour confiner, pour contrôler, pour qu'on ne puisse remettre en cause l'autorité, pour que vos manques viennent s'ajouter à nos actifs, pour que la ruine profite à notre avarice, pour détourner, pour dominer, pour que volontairement vous vous soumettiez. C'est par amour, pour vous sauver, que nous devons vous imposer des sacrifices, et sans détour, ni de pitié, nous allons vous infliger des préjudices. Pour que le peuple ne marche pas la tête haute, pour qu'on ne puisse discerner les bruits de bottes, pour arrêter, pour condamner, pour que toute résistance soit torpillée. C'est par amour, pour vous sauver, que nous devons vous imposer des sacrifices, et sans détour, ni de pitié, nous allons vous confronter à la police. Pour que l'on puisse se vautrer dans l'opulence, pour vous noyer sous les dettes et les créances, pour imposer, pour dépouiller, pour que l'ensemble des richesses soit usurpé, pour dissiper toute volonté d'indépendance, pour que personne ne puisse prétendre à l'abondance, pour réprimer, pour bâillonner, pour saccager tout ce qui fait l'esprit français. C'est par amour, pour vous sauver, que nous devons vous imposer des sacrifices, et sans détour, ni de pitié, nous allons vous infliger des injustices. Si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo, partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira, dans les cœurs elle s'ouvrira. Pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances.